Je m'appelle Noah Carter, j'ai 37 ans et je suis plombier à Scranton, en Pennsylvanie. Rien de luxueux, mais je suis bon dans ce que je fais. Je me lève tous les jours à 6 heures, je prends une douche, je prépare mes outils, j'attrape un thermos de café à la station-service et je pars réparer des toilettes cassées ou des tuyaux gelés dans des sous-sols qui sentent la moisissure et les vieux regrets. J'ai mal aux genoux, les mains gercées, mais je mets à manger sur la table et je paie les factures. Je pensais que ça signifiait quelque chose. Ma femme, Melissa, travaille à domicile. Elle fait du travail administratif pour une agence immobilière. Elle passe le plus clair de sa journée sur le canapé avec son ordinateur portable et ses écouteurs sans fil, parlant avec cette voix faussement douce pendant des heures tout en regardant son téléphone pendant les réunions. Au début, je pensais qu'elle était peut-être juste stressée. On est tous fatigués, n'est-ce pas? C'était peut-être le temps froid, peut-être le travail, peut-être les hormones. Je n'arrêtais pas de me dire, ne la bouscule pas, laisse-lui juste du temps. Mais le temps s'est transformé en mois. Des mois à dormir à côté de quelqu'un qui ne me touchait pas. Des mois à rentrer à la maison après des journées de 10 heures pour trouver une femme qui levait à peine les yeux de son téléphone. Des mois à essayer de lui masser les épaules ou de l'embrasser sur la joue pour qu'elle me réponde, pas maintenant, Noah, je suis épuisé. J'ai commencé à compter la dernière fois qu'elle m'avait serré dans ses bras. Ça faisait 7 semaines. Cette semaine qu'elle ne m'avait pas pris la main, qu'elle ne m'avait pas embrassé sans que ce soit moi qui initie, qu'elle ne m'avait pas appelé autrement que par « Noah » ou « Tu peux sortir les poubelles ?» Il est arrivé un moment où, certains soirs, je restais sur le seuil de la chambre, la regardant blottie de son côté du lit, téléphone en main, le visage illuminé par l'écran pendant qu'elle tapait. « À qui tu écris ?» lui ai-je demandé une fois, en essayant de paraître enjoué. Elle n'a même pas levé les yeux. « Juste un collègue, détends-toi. » Il était 23h40. C'est la première fois que j'ai senti un nœud dans mon estomac, comme si quelque chose n'allait pas. Mais je l'ai enfoui, car la vérité était pire que le silence. Le jour où elle m'a dit qu'elle ne ressentait plus rien, je n'ai pas crié, je n'ai pas supplié, je n'ai pas pleuré. Je suis juste resté là, une lasagne dans mon assiette, en essayant de comprendre comment diable on en était arrivé là. Je me souviens lui avoir demandé, « Alors, pourquoi es-tu encore là ?» Elle a cligné des yeux comme si c'était une question stupide. Parce qu'on est mariés, Noah, et qu'on a des factures. Tu veux que je fasse quoi, que je disparaisse comme ça? Je voulais crier, oui, parce que si quelqu'un ne ressent rien pour vous mais continue d'utiliser votre chauffage, votre argent, votre présence et votre toit, ce n'est pas une épouse, c'est un parasite avec une alliance. Et pourtant, nuit après nuit, elle se glissait dans le lit à côté de moi, même drap, même chambre, comme si rien n'était brisé, alors que tout l'était. Elle ne me touchait jamais, me parlait à peine, mais n'avait aucun problème à manger la nourriture que je payais, à utiliser le chauffage que je payais, et à utiliser la voiture dont je faisais le plein. Et pourtant, chaque fois que je suggérais une thérapie ou une séparation, elle balayait l'idée, tu exagères. Tu rends toujours les choses plus dramatiques qu'elles ne le sont. Arrête d'essayer de tout gâcher. Moi, j'essayais de tout gâcher? Elle l'avait déjà dit, elle ne m'aimait pas. J'ai essayé de m'améliorer. Je me rasais tous les matins, je taillais ma barbe, j'ai commencé à faire des pompes dans le garage en attendant la fin de la lessive. J'ai arrêté d'aborder le sujet de l'intimité. Je pensais que si je devenais quelqu'un de mieux, elle reviendrait. Mais on ne peut pas réanimer un cadavre, et notre mariage était mort. Je me souviens d'une nuit en particulier. Il neigeait dehors, le vent hurlait contre les fenêtres. Je suis entré dans la chambre avec 2 tasses de chocolat chaud, une pour moi et une pour elle. Elle était blottie sous les couvertures, regardant TikTok avec ce regard vide qu'elle avait ces derniers temps. Je lui ai tendu la tasse. Elle l'a prise et a dit « Merci », sans même me regarder. Je me suis assis à côté d'elle, sans la toucher, existant simplement à ses côtés. Tu souriais quand j'entrais dans une pièce, avant, ai-je dit doucement. Son pouce a cessé de glisser une seconde. Elle m'a regardé et a dit « Toi, tu m'apportais des fleurs ». J'ai ri, pas un rire amusé, mais le genre de rire qu'on lâche quand on est à 2 doigts de pleurer mais trop fatigué pour s'en donner la peine. Mélissa, je t'apporte à manger, je t'apporte de l'argent, je fais tourner cette maison pendant que tu agis comme si j'étais invisible. Elle a haussé les épaules. Peut-être qu'on a tous les deux arrêté d'essayer. C'était la chose la plus honnête qu'elle ait dite depuis des semaines. Cette nuit-là, je me suis couché à côté d'elle et j'ai fixé le plafond, écoutant sa respiration,
me demandant comment diable j'avais fini par être marié à quelqu'un qui ne me voyait que lorsque j'arrêtais de payer pour quelque chose. Et j'ai réalisé, elle ne restait pas parce qu'elle m'aimait. Elle restait parce que c'était pratique. Parce que partir signifiait trouver son propre appartement, payer ses propres factures, être seul. J'étais un bruit de fond confortable. Noah, le fiable, qui répare les choses, paie le loyer, se tait. Mais pour elle, je n'étais pas un mari, j'étais un service public. Et puis j'ai réalisé quelque chose de terrifiant, ce n'était pas le fond du trou, c'était la routine. C'est ce que beaucoup d'hommes vivent en ce moment, et ils n'en parlent même pas parce qu'on nous apprend à être des hommes, à ne pas nous plaindre, à tenir bon. Mais que se passe-t-il quand on endure un mariage sans amour pendant des années? Que se passe-t-il quand votre présence devient un fardeau et que votre absence ne serait pas remarquée? Vous mourrez de l'intérieur, et elle ne le verra même pas. Je n'étais pas parfait, Dieu sait que non. Mais je me présentais chaque jour, je continuais d'essayer. Et Mélissa, elle s'est déconnectée et m'a fait me sentir coupable de l'avoir remarqué. Voilà comment tout a commencé, avec une assiette de lasagne à la main et une femme qui disait ne plus rien ressentir, mais qui dormait quand même dans mon lit chaque nuit. Pas parce qu'elle m'aimait, mais parce qu'elle ne voulait pas vivre sans mon salaire. Je n'oublierai jamais son visage. Pas celui de la femme qui a flirté avec moi, non. Je parle du visage de Mélissa, celui qu'elle a fait quand elle a entendu une autre femme dire que j'étais séduisant. La même femme qui m'avait dit des semaines plus tôt, sans hésitation, qu'elle ne m'aimait plus. Vous voulez la vérité? Ce moment a ouvert une faille énorme. Pas en elle, en moi. C'était un samedi de fin avril, un de ces jours où le ciel est dégagé, l'air sent le charbon de bois et la bière, et chaque jardin du New Jersey est en pleine effervescence avec des playlists de country diffusées par des enceintes Bluetooth qui coûtent plus cher qu'un barbecue. Nous étions chez mon collègue, Gab, à Newark. Gab est le genre de gars qui organise des barbecues comme si c'était son métier, poitrine de bœuf qui fume depuis 5 heures du matin, jeu de cornhole installé, table de bière pong dans le coin et assez de Bud Light et de Sam Adams pour vous faire oublier que vous travaillez le lundi. Je n'allais même pas emmener Mélissa. Nous dormions dans le même lit comme deux étrangers, l'ambiance à la maison était glaciale, arctique. Mais Gab m'avait harcelé toute la semaine, amène ta femme, mec, sors-la un peu. Ça vous fera peut-être du bien. Alors je l'ai fait. Grosse erreur. Elle est arrivée comme si elle ne voulait pas être là, les cheveux en chignon désordonnés, un sweat à capuche énorme, ne parlant à personne à moins qu'on ne lui adresse la parole. Pendant que tout le monde discutait et riait, elle s'est installée sur l'une des chaises de jardin, le téléphone collé à la main, les pouces s'agitant comme si elle résolvait une urgence nationale par SMS. J'essayais. Je lui ai apporté une assiette de côte levée, de maïs en épis, de macaroni au fromage. Elle a dit, je n'ai pas très faim, puis a picoré dedans comme si je lui avais servi de la nourriture pour chat. Alors je l'ai laissée tranquille. Je n'allais pas la supplier. Je suis allé au frigo, j'ai pris une bière et j'ai commencé à discuter avec Gab et quelques autres près du grill. C'est là qu'Amy est arrivée. Laissez-moi être très clair, je ne l'ai même pas remarqué au début. J'étais à mi-chemin de ma bière, en train de rire d'une bêtise que Gab avait dite sur des toilettes bouchées. Mais Amy, elle m'a remarqué. Elle était grande, bronzée, les cheveux noirs jusqu'aux épaules. Il s'est avéré qu'elle était la cousine de Gab, en visite pour le week-end depuis la Caroline du Sud. Elle travaillait dans le domaine de la santé, phlébotomiste dans une clinique, mère célibataire, divorcée depuis 2 ans. Mais je ne savais rien de tout ça à ce moment-là. Tout ce que je savais, c'est qu'elle m'a regardé droit dans les yeux, a souri malicieusement et a dit, « Tu es séduisant pour un homme marié, ça je peux te le dire. » Comme ça, sans filtre. Elle a pris une gorgée de sa boisson, a penché la tête et a ajouté, « Ta femme doit passer son temps à repousser les autres femmes. » J'étais abasourdi. Je jure que mon cerveau a mis 5 secondes à traiter l'information. Aucune femme ne m'avait dit une chose pareille depuis des années, pas même ma propre femme. Surtout pas ma femme. Alors j'ai ri, pas un rire de flirt, juste un de ces rires du genre, est-ce que ça vient vraiment de se produire? Mais c'est là que je l'ai vue, du coin de l'œil, de l'autre côté du jardin. Mélissa s'est levée d'un bond, comme si elle s'était brûlée. Elle s'est approchée d'un pas furieux, sans sourire, sans un bonjour. Elle a regardé Amy, puis moi, puis de nouveau Amy et a dit avec un sourire qui aurait pu couper du verre, « Je suis sa femme », au cas où ce ne serait pas clair. Amy a cligné des yeux. Oh, je ne voulais rien dire de mal. Mais Mélissa l'a interrompu, bien sûr que non.
Puis elle s'est tournée vers moi et a dit « On peut parler ?» La voix était basse, tendue, mais bouillante. Je l'ai suivie comme un idiot à travers le jardin, dépassant le jeu de Cornol, jusqu'à la cuisine de Gab, où personne ne pouvait nous entendre. Elle s'est retournée, les yeux exorbités. « Tu es sérieux, là ?» a-t-elle sifflé. « De quoi tu parles ?» ai-je demandé. « Tu restes là, à laisser une fille quelconque flirter avec toi devant tout le monde. » J'ai failli rire à nouveau, mais cette fois pas d'amusement. « C'est toi qui as dit que tu ne ressentais rien pour moi ?» ai-je répondu. « Alors, qu'est-ce que ça peut faire ?» Ça l'a fait taire une seconde. Puis elle a prononcé la phrase que je n'oublierai jamais, « Tu es à moi, Noah. Que je t'aime ou non, tu m'appartiens toujours. » C'est à ce moment-là que j'ai compris de quoi il s'agissait. Elle ne me voulait pas, mais elle ne voulait pas que quelqu'un d'autre me veuille. Nous sommes rentrés en silence. Elle était assise les bras croisés, le visage tourné vers la fenêtre, fulminant comme si je l'avais trompée sous ses yeux. Je ne me suis pas excusé. Je ne me suis pas défendu. J'ai juste regardé à travers le pare-brise, les mains serrées sur le volant, en pensant, voilà ce que je suis devenu. Une possession. Pas un partenaire, pas un amant, juste quelque chose qu'elle revendiquait mais dont elle ne se souciait plus. Dans les jours qui ont suivi, tout a changé. Mélissa s'est soudain mise à rôder. Elle me demandait où j'allais quand je partais au travail, vérifiait mon téléphone quand j'allais sous la douche, m'envoyait des SMS à des heures indues. Tu es avec qui? Pourquoi tu ne réponds pas? Tu as l'air différent ces derniers temps. Oh, j'étais différent. J'étais réveillé. Ce petit moment au barbecue de Gab, ce flirt de 5 secondes d'une inconnue, c'était la première fois en des années que je me souvenais de ce que c'était que d'être vu, d'être apprécié, d'être un homme. L'ironie, Mélissa ne m'a jamais demandé le nom de cette femme. Elle ne se souciait pas de qui elle était, elle se souciait seulement que quelqu'un d'autre voie quelque chose de précieux en moi, quelque chose qu'elle avait ignoré pendant des mois. C'est ça qui l'a fait exploser. Pas l'amour, l'orgueil territorial. Elle voulait les avantages d'un mari, la stabilité, l'argent, la présence, mais sans rien donner en retour. Et au moment où elle a vu quelqu'un d'autre apprécier ce qu'elle avait mis au rebut, elle a paniqué. Mais c'était trop tard. Parce que la vérité, c'est que lorsque quelqu'un vous dit qu'il ne ressent rien pour vous et qu'il devient jaloux dès que quelqu'un d'autre vous montre de l'affection, ce n'est pas de l'amour, c'est du contrôle. Et je n'allais plus être contrôlé. Ce barbecue, ce samedi anodin avec de la fumée dans l'air et de la musique country à fond, c'est le jour où j'ai cessé d'être l'homme qui attendait qu'elle change. C'est le jour où j'ai cessé de me demander, pourquoi ne m'aime-t-elle pas, et où j'ai commencé à penser, pourquoi diable suis-je encore là? Elle est entrée dans la cuisine avec mon sweatshirt, comme elle le faisait toujours, et m'a demandé, tu veux des pancakes aujourd'hui? C'était le ton le plus doux qu'elle ait eu depuis des mois. Je l'ai regardée pendant peut-être 3 secondes complètes. Elle n'avait aucune idée que j'étais déjà passé à autre chose. Elle n'avait aucune idée que j'en avais fini. Je ne voulais pas de pancakes, je voulais la paix. Alors j'ai souri poliment et j'ai dit, non merci, j'ai déjà mangé. C'était ma première petite vengeance. Le silence, l'indifférence, la paix. Parce que lorsqu'une femme vous dit qu'elle ne vous aime plus et que vous vous en fichez, c'est là qu'elle commence à s'effondrer. Laissez-moi revenir un peu en arrière. Après ce barbecue, après que Mélissa ait perdu la tête pour un simple compliment d'une inconnue, quelque chose en moi a changé de façon permanente. Je ne me suis pas mis en colère, je n'ai pas crié, je ne l'ai pas trompé. J'ai simplement arrêté de répondre. Vous savez ce qui se passe quand on arrête d'alimenter un feu? Il s'éteint. C'est exactement ce que j'ai fait à son contrôle sur moi. Je lui ai coupé l'oxygène. J'ai commencé par changer mon emploi du temps. Je quittais la maison à 5h45, pas à 6h15. Je ne lui disais pas où j'allais. Elle demandait et je répondais simplement, à la salle de sport, ce qui était vrai. Je me suis inscrit à la salle de boxe Ironcore à Paterson. Un de mes amis, Tony, y allait depuis des années. Entraînement sur sac de frappe, circuit cardio, travail aux pattes d'ours. Il ne s'agissait pas de libérer ma colère, il s'agissait de discipline, de concentration et de reconstruire l'homme que j'étais. J'ai perdu 9 kilos en 2 mois, je suis devenu plus mince, plus fort, plus défini. J'ai commencé à mieux m'habiller. J'ai arrêté les sweats usés pour des t-shirts noirs propres et des jeans ajustés. Je me suis fait couper les cheveux chez un nouveau barbier du centre de Newark, un dégradé frais, une barbe bien taillée.
Mélissa l'a remarqué, bien sûr. Un soir, elle est passée à côté de moi dans le couloir et a marmonné, « Tu as l'air différent ». J'ai juste hoché la tête, je ne l'ai pas remercié, je n'ai pas demandé plus. Pendant ce temps, j'ai arrêté de demander de l'affection, j'ai arrêté de l'inviter à s'asseoir avec moi sur le canapé, j'ai arrêté de chercher sa main sous la couverture, j'ai arrêté d'attendre qu'elle me désire. Au lieu de ça, j'ai commencé à manger seul. Je préparais mes repas, riz brun, blanc de poulet, brocoli. Je les emmenais au travail dans un sac isotherme. Fini de commander des pizzas pour deux, fini de faire les courses pour notre frigo. Si elle voulait dîner, elle pouvait se le préparer elle-même. Je n'étais plus son mari, j'étais juste le type qui partageait une boîte aux lettres avec elle. Puis est venue l'étape suivante. J'ai gelé le compte joint. Pas par méchanceté, mais parce que c'était mon argent. Je travaillais pour le gagner pendant qu'elle restait à la maison, travaillant à peine, envoyant des SMS à des collègues qui la faisaient rire comme si elle avait 13 ans. J'ai donc appelé la banque, ouvert un compte courant privé et redirigé mon virement automatique. J'ai laissé juste assez sur le compte joint pour payer l'eau et l'électricité. 3 jours plus tard, elle est venue me voir en tenant sa carte de débit comme si elle était cassée. Pourquoi ma carte a-t-elle été refusée chez Trader Joe's? J'ai haussé les épaules. Tu devrais peut-être vérifier le solde. Elle m'a regardé avec des yeux écarquillés. Tu as pris l'argent? Non, ai-je dit calmement. J'ai pris mon argent. Ses lèvres se sont entr'ouvertes comme si elle voulait discuter, mais elle ne l'a pas fait, car elle savait que j'avais raison. C'est là que les choses sont devenues vraiment sérieuses. Semaine après semaine, je suis devenu un fantôme dans ma propre maison. Je n'étais pas froid, je n'étais pas agressif, j'étais simplement tranquillement indisponible. Elle entrait dans une pièce, je terminais mon appel et je partais. Elle me faisait la conversation dans la cuisine, je répondais poliment puis je retournais à ma lecture. Elle se glissait dans le lit avec une de mes vieilles chemises, je me retournais sans la toucher. Ça la rendait folle. Elle ne m'aimait pas, mais elle ne supportait pas de ne pas être le centre de mon monde. Un soir, environ 2 mois après mon départ silencieux, je suis rentré de l'entraînement vers 20h30. Mélissa était sur le canapé, une couverture sur les jambes, la télévision allumée, un verre de vin à la main. Elle a levé les yeux et a demandé, « Tu sors beaucoup ces derniers temps. Tu vois quelqu'un ?» J'ai enlevé mes chaussures, je les ai posées proprement près de la porte et j'ai répondu, « Pourquoi est-ce que ça te dérangerait ?» Elle a cligné des yeux, n'a pas répondu. Parce que maintenant, elle vivait mon ancienne vie, se demandant où j'étais, avec qui j'étais, ce que je pensais. C'était ma vengeance, la laisser ressentir la famine émotionnelle qu'elle m'avait infligée chaque jour. Et non, je ne la trompais pas. Mais je n'étais pas seul non plus. À la salle de sport, j'ai rencontré des gens. Des hommes qui comprenaient l'effort et la discipline. Des femmes qui respectaient l'espace et l'effort. Il y en avait une en particulier, Tasha. Coach, la trentaine, une belle âme. Nous parlions parfois après les cours, elle me donnait des conseils sur la forme et la posture. Une fois, elle m'a dit, « Je ne connais pas ton histoire, mais tu portes en toi un genre de silence auquel la plupart des hommes ne survivent pas. » Je n'ai jamais oublié cette phrase. Je n'ai pas parlé de Tasha à Mélissa. Je n'en avais pas besoin. Elle la sentait déjà, pas par son nom, mais par sa présence. Mélissa a commencé à se lever tôt, à se maquiller à nouveau, à acheter de nouveaux vêtements, à poser son téléphone face contre table. C'était trop tard. Parce que je n'essayais plus d'être désiré. Je me valorisais enfin. 2 semaines plus tard, j'ai fait une valise. Pas toutes mes affaires, juste assez. Mélissa a demandé, « Où vas-tu » J'ai fermé la fermeture éclair de mon sac de sport et j'ai dit, « Quelque part où on ne me traite pas comme un meuble. » Elle m'a suivi jusqu'à la porte, la voix tremblante. « Noah, attends. Pourquoi tu fais ça ?» Je me suis arrêté et je l'ai regardé. Les yeux fatigués, pieds nus, son sweat à capuche à moitié zippé. La même femme qui avait dit un jour, « Je ne ressens plus rien pour toi. » Et maintenant, elle ressemblait à une enfant regardant son ballon s'envoler. Alors je lui ai dit la vérité. Tu m'as rendu invisible pendant 1 an, Mélissa. Maintenant, tu sais ce que ça fait. Je ne fais pas ça pour te blesser, je le fais pour me sauver. Et je suis sorti. Cette nuit-là, elle m'a envoyé un SMS d'un paragraphe disant qu'elle était désolée, qu'elle ne savait pas ce qu'elle pensait, qu'elle s'était peut-être trop installée dans une routine, qu'elle avait peut-être eu peur,
que je lui manquais déjà. Je n'ai pas répondu. Pas par dépit, mais parce qu'elle ne me manquait pas. C'était ça, ma vengeance. Pas de cris, pas de tromperie, pas de chaos. Juste la laisser ressentir exactement ce qu'elle m'avait donné, la négligence, la confusion, le silence. Et une fois qu'elle l'a ressenti, elle n'a pas pu le supporter. Parce que la vérité, c'est que la plupart des gens ne comprennent pas la douleur qu'ils causent tant qu'ils n'ont pas à s'asseoir dedans. Et c'est ce qu'elle fait maintenant, elle est assise dedans, seule, pendant que je me reconstruis. Histoire 2, elle a dit, je n'ai pas envie. J'ai pris les clés de la voiture, et sa sœur a dit, est-ce que je peux venir avec toi? Je m'appelle Jason. J'ai 39 ans et je vis à Fort Collins, dans le Colorado. Je suis marié à Amanda depuis 7 ans. Nous n'avons pas d'enfant, juste un chien nommé Tucker qui reçoit plus d'affection que moi ces derniers temps. Je travaille comme coordinateur de projet pour une entreprise de construction. Rien de glamour, mais ça paie les factures. Je me lève à 6 heures, je vais sur les chantiers, je m'assure que les équipes ont ce dont elles ont besoin, je traite avec la ville, les inspecteurs, tout ça. Et chaque jour, je rentre à la maison en espérant que ma femme m'aime encore. La plupart du temps, je n'en suis pas si sûr. Ça n'a pas commencé comme ça. Au début, Amanda était sauvage, drôle, spontanée. Elle m'envoyait des SMS en plein milieu de la journée juste pour dire que je lui manquais. Elle débarquait à mon travail avec le déjeuner. On dansait dans la cuisine, pieds nus, sur de vieilles chansons country avec une pizza sur le comptoir. C'était réel. C'était solide. Maintenant, elle me regarde à peine. Ça a commencé subtilement. Moins de contact, moins de rire, moins de conversation, plus d'excuses. Elle rentrait du travail, elle est hygiéniste dentaire et allait directement sur son téléphone ou sur le canapé. Je lui demandais comment s'était passée sa journée et elle marmonnait, bien, sans même lever les yeux. J'essayais de l'embrasser sur la joue et elle tournait la tête comme si ça la chatouillait trop. C'était toutes ces petites choses qui, prises séparément, ne semblent pas grand-chose jusqu'à ce que vous réalisiez qu'elles se produisent tous les jours. Je lui demandais, ça va? Quelque chose te tracasse? Elle répondait juste, je suis fatiguée. Et écoutez, je suis fatigué aussi. On n'a plus 25 ans. La vie n'est pas un rendez-vous permanent, mais la fatigue s'est transformée en distance, et la distance en froideur. Et la froideur, ça vous transforme en fantôme dans votre propre foutue maison. Je me souviens d'une nuit en particulier. C'était un vendredi. J'avais quitté le travail plus tôt, j'avais pris son plat thaïlandais à emporter préféré dans ce restaurant près du campus, et j'avais même acheté une bouteille de ce vin blanc cher qu'elle aime. J'ai allumé une bougie, baissé les lumières, essayé de créer une ambiance. Elle est entrée, a regardé la table et a dit, « Pourquoi fait-il si sombre ici ?» C'est tout. Pas de sourire. Elle s'est assise, a regardé son téléphone, a à peine mangé et a dit qu'elle avait mal à l'estomac. À 9 heures, elle était déjà au lit, la porte entr'ouverte. Moi? J'étais toujours assis à table, finissant le vin tout seul. C'est là que j'ai réalisé. Je suis marié, mais je suis invisible. Je n'ai parlé à personne de ce qui se passait. Ni à mes collègues, ni même à mon frère aîné. J'avais honte. Comme si, peut-être, j'avais échoué. Peut-être que j'avais cessé d'être intéressant. Peut-être que je m'étais laissé aller. Mais ensuite, Allais a emménagé. La sœur cadette d'Amanda, 28 ans, venait de sortir d'une longue relation avec un type qui l'avait trompée avec une collègue. Elle était anéantie, n'avait nulle part où aller. Amanda a donc dit qu'elle pouvait rester dans notre chambre d'amis pendant quelques semaines. Je n'étais pas ravi. Je veux dire, l'intimité est déjà rare quand votre mariage ressemble à une société commerciale. Mais je ne me suis pas opposé. J'ai pensé que ça pourrait même aider à sortir Amanda de sa mauvaise humeur. Au début, Allais est restée à distance. Elle travaillait à distance comme graphiste et restait dans sa chambre la plupart de la journée. Mais le soir, quand Amanda disparaissait dans son téléphone ou s'enfermait dans la salle de bain pendant 1 heure, Allais et moi nous croisions dans la cuisine. Un soir, je me préparais un sandwich vers 10 heures et elle est entrée en sweat à capuche et pantalon de pyjama. Elle m'a regardé, a regardé le dîner intact encore sur la cuisinière et a dit, elle n'a encore rien mangé. J'ai secoué la tête, j'ai dit que je n'avais pas faim. Allais m'a jeté un regard mi-triste, mi-complice et a dit, tu es un homme meilleur que la plupart, Jason. Je n'ai pas su quoi répondre à ça.
Je lui ai juste donné la moitié du sandwich et j'ai dit, eh bien, il faut bien que quelqu'un mange. Et c'est comme ça que ça a commencé. Des conversations tranquilles à des heures tardives. Rien d'inapproprié, juste humain, juste réel. On parlait de musique, de mauvaises ruptures, de rêves étranges, de tout et de rien. Elle se moquait de la façon dont je coupais les avocats. Je lui ai dit que son ratio café-crème était un crime contre l'humanité. Pendant ce temps, Amanda le remarquait à peine ou s'en fichait. Et je sais ce que vous pensez peut-être. C'est dangereux, Jason. C'est comme ça que les liaisons commencent. Mais ce n'était pas l'énergie. Pas au début. Je n'étais pas attiré par aller de cette façon. J'étais simplement reconnaissant que quelqu'un me voit encore. Et ça, c'est ce qui fait le plus mal. Pas le manque de sexe, pas la distance, mais le fait que votre partenaire ne vous voit plus. Comme si vos blagues n'étaient qu'un bruit de fond, comme si votre contact était un fardeau. Et le pire, c'est que vous commencez à vous en vouloir. Je me souviens d'un après-midi où j'ai de nouveau quitté le travail plus tôt et j'ai décidé de surprendre Amanda en lavant sa voiture et en la faisant nettoyer. J'ai même passé l'aspirateur à l'intérieur et lui ai laissé un petit mot sur le tableau de bord, « Tu es toujours ma préférée ». Ce soir-là, elle est rentrée à la maison, a vu la voiture et a dit « Merci ». Tu n'étais pas obligé de faire tout ça. Pas de sourire, pas de câlin, pas de baiser, juste ça. Plus tard dans la soirée, Ale et moi étions assis sur le porche à boire une bière. Elle m'a regardé et a dit, tu fais toutes ces choses pour elle et elle te traite comme si le chien avait fait pipi par terre. J'ai ri, mais ce n'était pas un rire joyeux. C'était le genre de rire qu'on fait quand on essaie juste de ne pas pleurer. Tu sais ce qui est le plus fou, ai-je dit, c'est que je continue d'essayer. Comme si je fais encore une chose gentille, peut-être qu'elle s'en rendra compte. Mais je commence à me sentir comme un paillasson avec un portefeuille. Ale n'a rien dit, elle m'a juste donné une autre bière et s'est assise à côté de moi pendant que les grillons comblaient le silence. C'est dans ces moments, les moments calmes, que j'ai réalisé à quel point ma poitrine était lourde chaque jour, comme si je retenais ma respiration dans ma propre maison. Un soir, nous regardions la télévision. Amanda à l'autre bout du canapé, les bras croisés, le téléphone à la main. Ale assise par terre avec Tucker, blotti contre elle. J'ai regardé ma femme et j'ai pensé, quand as-tu cessé d'être ma coéquipière? Il n'y a pas eu de grande dispute, pas de cris dramatiques, juste le silence. Un silence gênant, lourd, épuisant. C'est difficile à expliquer à quelqu'un qui ne l'a jamais vécu, mais c'est un genre de chagrin d'amour dont on ne peut pas crier. On l'avale et on va se coucher. Et le lendemain matin, on fait semblant que tout va bien à nouveau. Avez-vous déjà atteint un point où vous n'êtes même plus en colère? Vous en avez juste marre. Je marchais sur des œufs émotionnels depuis si longtemps que j'avais oublié ce que c'était que la normalité. J'ai commencé à me demander des choses comme, est-ce que c'est ça, le mariage? Ou peut-être que j'en attends trop. J'ai commencé à me dire que ce n'était qu'une phase. Que Amanda traversait quelque chose dont elle n'était pas prête à parler. Que je devais être patient. Mais on ne peut se mentir à soi-même qu'un certain temps. C'était un jeudi soir, à la mi-mars. J'avais eu une journée brutale au travail, visite de chantier consécutive, une crevaison devant le bureau d'un sous-traitant et un email passif-agressif de mon superviseur à propos d'une petite erreur de planning. J'étais épuisé. Je ne voulais même pas être ici. Je voulais juste m'asseoir sur le canapé avec Amanda et sentir qu'elle se souciait encore de moi. C'est tout. Pas de grands gestes romantiques, pas de sexe, juste de la présence, juste de la connexion. Je suis entré par la porte vers 18h15. Amanda était déjà sur le canapé, une couverture sur les jambes, le visage collé à son téléphone. La télévision était allumée, mais je ne pense pas qu'elle la regardait. Ale n'était pas là. Elle dînait avec une de ses amies, alors j'ai pensé que c'était peut-être le bon moment pour parler. Salut, ai-je dit, posant mes clés sur le comptoir. Comment s'est passée ta journée? Elle n'a pas levé les yeux. Chargé. Je me suis assis à l'autre bout du canapé. Ni trop près, ni trop loin. Je ne voulais pas l'envahir. J'ai pris une grande inspiration. Écoute, je sais que les choses sont un peu bizarres entre nous ces derniers temps. Je suis fatigué, m'a-t-elle interrompu, toujours en regardant son téléphone. Elle ne m'a même pas regardé. Oui, moi aussi, ai-je dit, en essayant de garder ma voix calme. Mais je ne pense pas qu'on ait vraiment parlé depuis des semaines. Tu me manques,
Amanda. Elle m'a finalement regardé, mais pas avec amour. Même pas avec agacement, juste avec indifférence. Et puis elle l'a dit. Je n'ai juste pas envie, Jason. D'accord? Je n'ai pas envie de faire semblant que tout va bien. Je n'ai pas envie qu'on me touche. Je n'ai pas envie de faire ça ce soir. Sa voix n'était pas forte. Elle était plate, sans émotion, presque comme si elle commandait un café. Je suis resté là, abasourdi. J'ai hoché la tête lentement. D'accord. C'est tout ce que j'ai dit. Pas, c'est une blague, pas un, tu es sérieuse. Juste, d'accord. Parce que quand quelqu'un que vous aimez vous dit qu'il n'a pas envie d'être près de vous, il n'y a pas de débat. Il n'y a que l'écho de votre propre silence dans la pièce. Je me suis levé, j'ai pris les clés de ma camionnette sur le crochet près de la porte. Où vas-tu? A-t-elle demandé. J'ai haussé les épaules. Dehors. Elle n'a pas demandé où. Elle ne m'a pas dit de faire attention. Elle est juste retournée à son téléphone. Et puis j'ai entendu la porte d'entrée s'ouvrir. Ale venait d'arriver, tenant un sac de nourriture à emporter d'une main et un soda à moitié bu de l'autre. Elle m'a regardé, puis Amanda, toujours affalée sur le canapé, et a haussé un sourcil. Tout va bien, a-t-elle demandé à voix basse. J'ai forcé un sourire fatigué. J'ai juste besoin d'un peu d'air. J'étais à mi-chemin de la porte quand je l'ai entendue. Sa voix, presque hésitante, un peu nerveuse. Est-ce que je peux venir avec toi? Je me suis retourné. Elle se tenait dans l'embrasure de la porte, sa veste encore sur le dos, ses clés à la main. Et vous savez quoi? Cette question, cette simple question, m'a frappé plus fort que tout ce qu'Amanda avait dit au cours des 6 derniers mois. Parce que ce n'était pas romantique. Ce n'était pas du flirt. Ce n'était pas bizarre. C'était humain. Elle a vu que je souffrais et elle a voulu être là où j'étais. Pas pour un fantasme ou une tension, mais parce qu'elle s'en souciait. J'ai fait un petit signe de tête. Ouais, bien sûr. Nous sommes montés dans la camionnette. Nous n'avons même pas parlé pendant les premières minutes. On a juste roulé. Le soleil s'était couché derrière les Rocheuses, peignant le ciel d'un orange intense et d'indigo. J'ai pris la direction du nord, conduisant simplement à travers les quartiers calmes de la banlieue de Fort Collins. La fenêtre baissée, la musique douce. Au bout d'un moment, elle a rompu le silence. Elle était encore froide, n'est-ce pas? Je n'ai pas répondu. Je n'en avais pas besoin. Elle agit toujours comme si tu en faisais trop, a dit Ale, en regardant par la fenêtre. Mais tu es juste authentique. Tu essaies. J'ai ri doucement. Essayer, ça ressemble à un crime par ici ces derniers temps. Ale a secoué la tête. Tu n'as rien fait de mal, Jason. Je vois ça depuis des semaines. Elle te traite comme un meuble. Tu rentres à la maison, tu te présentes, et elle agit comme si tu la dérangeais juste en respirant. Je ne savais pas si je devais me sentir validé ou simplement plus triste. Mais la vérité, c'est que j'ai apprécié son honnêteté plus que tout ce que j'avais entendu depuis des mois. Nous avons roulé pendant peut-être 30 minutes de plus. Pas de destination, juste de l'espace. À un moment donné, je me suis garé près du réservoir de Horstut, un de ces endroits calmes et paisibles où l'eau reflète parfaitement la lumière de la lune. Nous sommes restés là, dans la camionnette, le moteur coupé, les fenêtres baissées, l'air frais. Je crois qu'elle ne m'aime plus, ai-je dit à voix haute pour la première fois. Pas comme une question, comme une affirmation. Ale est restée silencieuse. Puis elle s'est approchée et a posé sa main sur la mienne. Peut-être pas, a-t-elle dit. Mais toi, tu l'aimes encore. Et c'est la partie qui fait le plus mal. Je l'ai regardée. Cette femme à qui, 2 mois plus tôt, j'avais à peine dit 5 mots lors d'un dîner de Thanksgiving. Maintenant, elle était la seule personne dans ma vie qui me faisait me sentir vu. On ne s'est pas embrassé. On ne s'est plus touché. Il n'y a rien eu de tout ça. Juste un moment de quiétude, de 2 personnes qui comprenaient la douleur. Assis dans une camionnette avec la radio à faible volume et le monde enfin silencieux autour d'eux. Quand nous sommes rentrés à la maison, Amanda était déjà au lit. La porte de la chambre fermée. Pas de SMS, pas d'appel manqué, pas de « Où es-tu ?» Juste le silence. Et pour la première fois, j'ai réalisé que son silence ne me faisait plus de mal. Il prouvait simplement ce que je savais déjà.
Je n'étais plus dans un mariage. Je restais juste dans un endroit où on ne voulait pas de moi. Et cette prise de conscience, c'était le début de la fin. Avez-vous déjà senti un interrupteur basculer en vous? Ça ne vient pas avec des feux d'artifice, ni des cris, ni des portes qui claquent. C'est silencieux. Si silencieux, en fait, que vous sentez à peine que ça arrive. Mais une fois que c'est fait, c'est fini. Vous en avez marre. C'est ce que j'ai ressenti le matin après la balade en voiture avec Alec. Je me suis réveillé vers 6 heures, comme d'habitude. Amanda dormait encore, le dos tourné, enroulée dans sa couverture comme si elle essayait de bloquer le monde. J'ai fixé le plafond pendant quelques minutes, me sentant plus calme que je ne l'avais été depuis des mois, peut-être même des années. Plus de questions sur le pourquoi. Plus de tentatives pour réparer quelque chose qui pourrissait déjà de l'intérieur. Je me suis levé, j'ai pris une douche, j'ai préparé mon café fort habituel et je me suis assis sur le porche avec Tucker à mes pieds. Les oiseaux chantaient déjà. C'était un de ces matins de début de printemps où l'on peut sentir à la fois le froid et la promesse du soleil. Paisible, d'une certaine manière. Alec est sortie quelques minutes plus tard, avec sa propre tasse. Elle n'a rien dit, m'a juste fait un petit signe de tête, comme si elle savait ce que j'avais décidé sans que j'aie à l'expliquer. Je ne lui ai pas parlé de mon plan. Je n'en avais même pas encore un complet. Je savais juste que quelque chose avait changé. Ce week-end-là, j'ai appelé un vieil ami, Greg, un agent immobilier avec qui je m'entraînais à la salle de sport. Je lui ai demandé à quelle vitesse il pouvait me trouver une location à court terme. Rien de luxueux, juste un endroit où je pourrais me vider la tête. Il m'a trouvé un appartement d'une chambre au-dessus d'un garage dans le sud de la ville, meublé, au mois, parfait. J'ai signé le bail le lundi. Maintenant, je ne voulais pas humilier Amanda ou faire quelque chose de mesquin. La vengeance ne m'intéressait pas. Ce genre de choses vous épuise. Et honnêtement, elle ne valait plus ce genre d'énergie. Au lieu de ça, je suis devenu silencieux. J'ai commencé à déménager des choses petit à petit. Quelques vêtements par-ci, mes outils par-là, quelques souvenirs que je savais que je voudrais. Quand elle me posait des questions, je disais simplement que je réorganisais le garage ou que j'emmenais des affaires dans un garde-meuble. Elle n'y prêtait pas beaucoup d'attention. Elle était toujours dans son propre monde, TikTok, soirée vin avec ses collègues, longue douche qui se transformait en heure à regarder son téléphone dans la salle de bain. Et puis est arrivé le vendredi soir. Je suis rentré tard du travail. Un des sous-traitants avait foiré une commande de plaques de plâtre, alors je suis resté pour aider à régler le problème. Je suis entré par la porte de derrière et elles étaient là, Amanda et deux de ses amis, riant autour de l'îlot de cuisine avec quelques bouteilles de rosé et une pile de récipients d'ordache. Je leur ai fait un sourire poli, j'ai pris une bouteille d'eau au frigo et je me suis retourné pour repartir. C'est là que je l'ai entendu. Une de ses amies a dit, « Amanda, ma belle, je ne sais pas comment tu fais pour le supporter encore. Je m'ennuierais à mourir avec un gars comme ça. » Amanda ne m'a pas défendu. Elle n'a pas dit, « Eh, arrête. » Elle a juste ri. Elle a ri. Ce rire a été plus fort que n'importe quelle dispute que nous ayons jamais eue. J'ai dormi dans la camionnette cette nuit-là, garée à un pâté de Maison du Lac, le siège incliné et Tucker sur le siège passager, en train de ronfler. Le matin, je ne suis pas rentré. J'ai envoyé un SMS à Amanda. Je passerai demain pour le reste de mes affaires. Pas besoin de parler. Prends soin de toi. C'est tout. Pas d'adieu. Pas de sermon. Juste la dernière ligne d'une histoire que je n'avais plus envie de lire. Et bien sûr, c'est laquelle a commencé à paniquer. Message après message. Attends, tu es sérieux? Pourquoi tu agis comme ça maintenant? On peut parler? Où est-ce que tu loges? Je n'ai pas répondu. Quand je suis revenu le dimanche pour le reste de mes affaires, elle était assise sur le canapé avec ce même regard vide, mais cette fois, il y avait de la panique derrière. On pouvait le voir dans ses yeux. Elle pensait que je ne partirais jamais. Elle a dit, « Jason, c'est stupide. Tu es juste émotif. » Je l'ai regardé pendant peut-être 3 secondes et j'ai dit, « Non, Amanda. J'ai été émotif pendant très longtemps. Maintenant, j'en ai juste marre. » Elle a dit, « Alors, tu abandonnes, c'est ça? » Comme ça. J'ai regardé autour de la maison, notre maison, et j'ai dit, « Non, c'est toi qui as abandonné. » J'ai simplement fini par m'en rendre compte.
J'ai pris le dernier carton et je suis sorti. Je ne me suis pas retourné. Qu'est-il arrivé ensuite? Allait a déménagé 2 semaines plus tard. Pas avec moi. Elle voulait son propre appartement. On n'a pas commencé à sortir ensemble. Ça aurait été compliqué. Et honnêtement, j'avais besoin d'espace. Elle a respecté ça. Parfois, elle m'envoyait des SMS juste pour prendre de mes nouvelles. Une fois, elle m'a envoyé une photo de Tucker avec la tête sur ses genoux en disant « Tu lui manques ». J'ai souri à ça. Amanda, de son côté, est passée de froide à désespérée en un temps record. Soudain, j'ai commencé à recevoir des messages vocaux. Elle pleurait, s'excusait, disait qu'elle ne s'était pas rendu compte à quel point les choses étaient allées loin. Elle m'a envoyé un long email rejetant la faute sur le stress, son travail, sur moi pour ne pas avoir été plus assertif. Elle a même débarqué sur le chantier un jour à l'improviste, est arrivée dans son petit SUV bleu, est descendue devant toute l'équipe et a essayé de me serrer dans ses bras. J'ai reculé d'un pas et j'ai dit, « Amanda, ce n'est ni le moment ni l'endroit. » Elle a dit, « Tu étais censée te battre pour nous. » J'ai dit, « Je l'ai fait. Tu n'es juste jamais venu te battre. » Elle a pleuré. Pas moi. La partie la plus savoureuse, quelques mois plus tard, j'ai été invité à la fête d'anniversaire d'un ami du travail. Un grand barbecue dans le jardin, beaucoup de monde. Je n'avais pas l'intention d'y aller, mais Greg m'a convaincu. Il a dit que je devais sortir plus. Je suis arrivé en retard, une bière à la main, et là, près du grill, se tenait Amanda, avec une de ses amies de cette soirée sur notre comptoir de cuisine. Celle qui avait dit que j'étais ennuyeux. Elle s'est figée quand elle m'a vu. Vous voulez deviner avec qui j'étais? Avec une femme nommée Riley. Intelligente, gentille, authentique. Quelqu'un que j'ai rencontré chez un fournisseur de matériel électrique en essayant de trouver une boîte de disjoncteurs de rechange. On sort ensemble de manière décontractée. Elle ne connaissait pas toute l'histoire d'Amanda, mais elle me regardait comme si j'avais de l'importance. Amanda a vu Riley me donner un hamburger et rire de quelque chose de stupide que j'avais dit. Et pour la première fois, elle a réalisé que j'étais parti pour de bon. Pas parce que j'étais parti, mais parce que j'étais passé au niveau supérieur sans elle.